publications, les affiches dans nos différents sites publicitaires, notamment dans nos différents réseaux sociaux, aussi bien sur YouTube, sur notre page Facebook que sur notre chaîne YouTube. Et nous remercions la présence de tout à chacun de nous. Nous devions commencer à 14h30, nous nous excusons parce qu'un de nos invités, le professeur Mossisi de l'université de KwaZulu, qui est actuellement doyen au niveau du département de nutrition de la faculté de médecine et de pharmacie. Il est en route. Vous apprenez qu'il y a des embouteillages au niveau du centre-ville, c'est pourquoi il est en chemin. Mais à cela ne tienne, nous allons devoir commencer et il va nous trouver en route. Encore une fois, nous souhaitons à tous et à chacun d'être la bienvenue ou bien le bienvenu à cette activité, ces rendez-vous du savoir, du donner et du recevoir, qui s'appelle le lundi médical. J'ai toujours dit que je me suis rappelé de la phrase de notre professeur de l'université de Kisangani, la personne du professeur Katina, qui nous disait toujours: le cerveau d'un médecin, c'est comme une éponge. Et la matière qu'il lit, c'est comme de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut toujours lire. Et il nous donnait toujours trois principes. Le premier, il disait: ah, le médecin doit lire. Il a dit encore deux: le médecin doit lire. Et trois, il a encore ajouté pour terminer: le médecin doit lire. Donc il doit lire jusqu'à fatiguer. Cela veut dire que le cerveau d'un médecin, c'est comme une éponge. À chaque fois qu'il lit, c'est comme si il versait de l'eau dans son cerveau. Dans n'importe quelle situation de prise en charge qu'il se retrouverait, qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura pas de soucis, il n'aura pas de difficultés parce que la matière grise coule. Mais imaginez celui-là, un corps soignant, infirmier, laboratoire, médecin ou paraclinicien, je ne sais de n'importe quelle profession médicale, qui ne lisait pas. Donc son cerveau ressemblerait à une éponge qui est sèche. Quand il se retrouve après plusieurs années d'études, devant toute situation de cas de maladie pour les différents patients qu'il reçoit, il va presser son cerveau et rien ne va sortir. Il va se retrouver dans la routine. C'est pourquoi lundi médical est là pour que nous puissions toujours, au jour le jour, apprendre, nous mettre en update pour que nous ne puissions pas continuer à prendre le malade en charge dans la routine. Voilà pourquoi spécialement aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'apprendre l'alimentation des diabétiques. Ça pose problème. Actuellement, c'est tout le monde. Infirmier, médecin, paraclinicien, même dans les quartiers, c'est n'importe qui prodigue des conseils par rapport au régime des malades diabétiques, aussi bien dans le type 2 que dans le type 1. Mais aujourd'hui, nous aurons l'opportunité et la grâce de pouvoir avoir une mise à jour, un update par une de nos consoeurs, le Dr Sandei Bioke, qui est expert en nutrition. Elle est MD, MPH en épidémiologie nutritionnelle de l'école de santé de l'université de Kinshasa. Elle est parmi nous et elle nous aide dans la prise en charge nutritionnelle et des principes diététiques de nos différents patients que nous recevons. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons l'encourager quand il va s'élever, nous allons l'acclamer et nous allons suivre en notant et en mettant nos téléphones sous vos acclamations. D'avoir l'éducation pour venir nous suivre. Comme Dr Igor vient de dire, moi je vais essayer de rectifier, bien qu'on ne peut pas rectifier le maître qui est le professeur Batina. Mais moi je dis ceci: pas le cerveau d'un médecin, mais le cerveau d'un homme scientifique. C'est comme une éponge. Parce que je sais que nous sommes ici les disciplines confondues. Les infirmiers, les techniciens de labo, les nutritionnistes qui sont là, et les biologistes, beaucoup de gens. Et même les patients qui peuvent nous suivre. Mais eux, ils ne sont pas nécessairement... Ils sont des autres disciplines. Ainsi que les gens de la cuisine sont aussi les gens des sciences, parce que c'est eux qui nous donnent
ce qui doit nous sauver. Comme on peut dire, la table. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation du diabétique. Nous savons que depuis longtemps, beaucoup de gens et presque tout le monde, tout corps médical, pense prescrire le régime aux diabétiques. C'est bien, c'est normal, mais est-ce qu'ils prescrivent vraiment comme il se doit, ou bien ils disent seulement il faut manger sans sucre? On ne sait pas. Sur ce, nous allons commencer. Dans notre plan, nous avons l'introduction, la définition, l'introduction sur le diabète sucré, la définition, le type, physiopathologie du diabète type 1 et 2, parce que là où nous allons nous y atteler, parce que ce sont les cas les plus fréquents ici chez nous et dans le monde. En guise d'introduction, nous allons dire ceci. Le diabète sucré, c'est une maladie, ou bien on peut dire, qui a plus de risques, qui donne beaucoup de risques de maladies cardiovasculaires. C'est avoir 3 à 6 fois le risque de développer une maladie cardiovasculaire. Et puis, les études ont été faites et dans le monde, on a remarqué que 25% de tous les nouveaux cas de maladies qui détruisent les reins et nécessitent une hémodialyse chronique est due à la diabète sucré. C'est aussi la première cause de cécité acquise dans les pays industrialisés. L'OMS a dit que plus de la moitié de toutes les amputations des jambes sont liées au diabète. Et le diabète sera d'ici 2030 la 7e cause de la mortalité si rien n'est fait, si la prise en charge n'est pas efficace. C'est une maladie des pays développés, mais les études récentes ont prouvé que le diabète devient de plus en plus la maladie des pauvres, des gens à pays à moyen ou à basse revenu. Donc, on va voir ça. Et il est 4e ou 5e cause de la mortalité dans les pays développés. 8 à 14 millions de morts par an dans les pays développés est dû à des maladies chroniques. Donc nous savons les maladies chroniques, il y a la diabète, le cancer, les maladies respiratoires. Et dans les maladies chroniques, là, il y a les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, la plupart sont causées par le diabète, comme on a vu précédemment. Selon l'OMS, chaque 6 secondes, donc à chaque 6 secondes, il y a une personne qui meurt pour cause diabète. Et dans les familles pauvres, des patients diabétiques, ils ont une grande part de revenus et de dépenses familiales à cause de soins des diabétiques. Je pense que le professeur Mossi est là. Là, ça entre vraiment dans la sécurité alimentaire. Donc, il y a déjà l'insécurité alimentaire à cause du diabète. Et vous allez voir les prévisions que l'OMS a fait. Il y a une étude qui a été faite, qui est sortie en 2014, où il y a les prévisions qui nous montrent que à 2013, il y a eu 19 000 en Afrique. Je prends seulement l'Afrique. Il y a eu 19 800 000 personnes qui sont atteintes de diabète en Afrique. En 2035, les prévisions disent qu'il y aura 41 millions. Si rien n'est fait, il y aura 41 400 000 qui auront ou qui seront atteints de diabète. On peut définir le diabète comme ceci. C'est une maladie ou un désordre métabolique qui a une étiologie multiple, qui provoque une hyperglycémie chronique et qui crée des troubles de métabolisme, des glucides, des lipides et des protéines. Les types, nous avons mis 3 types là, mais selon ADA, donc American Diabetics Association, il y en a 4. Donc eux, ils ont divisé les autres types spécifiques et le diabète gestationnel. Donc type 1, type 2, type 3, ce sont les autres types. Donc les types de diabète iatrogène, les diabètes dits à certaines maladies, les diabètes dits à d'autres problèmes. Et puis il y a le 4e stade ou type, c'est le type de diabète gestationnel. La physiopathologie du diabète. Nous allons voir ici. Alors dans la situation normale, le pancréas ou les cellules bêta des îlots de l'endurance sécrètent l'insuline. Et l'insuline constitue sous forme d'une plaie. Cette plaie permet
au glucose de passer ou d'aller. Donc, il transporte le glucose de pancréas ou de foie vers les cellules. Maintenant, dans le diabète type 1, qu'est-ce qui se passe? Il y a destruction totale de ces cellules qui fait en sorte qu'il n'y a pas de sécrétion de l'insuline. Donc, il n'y aura pas de trait pour que le glucose passe dans les cellules et le glucose rentre dans le sang, d'où l'hyperglycémie. Dans le type 2, il n'y a pas de destruction, mais il y a insuffisance de sécrétion d'insuline qui fait en sorte que l'insuline soit incapable de véhiculer le glucose vers les cellules, d'où il y aura une hypoglycémie et on peut dire le diabète. En cela, nous pouvons dire ceci. Lorsqu'il y a hyperglycémie, je m'excuse, ce n'est pas l'hypoglycémie, c'est l'hyperglycémie. Lorsqu'il y a hyperglycémie, le rein cherche à filtrer le sucre qui se trouve dans le sang. Maintenant, comme c'est vraiment abondant, le rein appelle de l'eau, beaucoup d'eau pour que ça puisse éliminer tous ces sucres-là. C'est ce qui fait que le diabétique urine beaucoup. Et ce fait de beaucoup uriner va pousser les diabétiques à avoir très soif. Ce n'est pas parce que le diabétique a soif qu'il urine beaucoup. Non. Ce n'est pas parce que le diabétique boit beaucoup qu'il urine beaucoup. Non. C'est parce qu'il urine beaucoup qu'il a beaucoup soif et il boit pour essayer de compenser. J'espère que là on se comprend. Alors, les valeurs de glycémie, je crois que les gens des laboratoires sont là. On a essayé de vérifier dans plusieurs documents et plusieurs articles. Normalement, il faut savoir que la meilleure méthode, comme on le dit, c'est l'hémoglobine glyquée. Mais la glycémie n'est pas interdite, la glycémie capillaire n'est pas interdite. Donc, on continue encore à utiliser ça. Mais il faut toujours les combiner. Il ne faut pas seulement confirmer avec, surtout chez les jeunes. Quand la glycémie est élevée, ne vous limitez pas là. Il faut continuer, il faut faire un autre test avec l'hémoglobine glyquée. Et pour les femmes enceintes, quand la glycémie est élevée, il ne faut pas s'arrêter là-bas. Il faut faire le test de HGPO, donc hyperglycémie, oui. On stimule sa péros. Hein? Oui, voilà. Alors à jeun, vous voyez, les chiffres sont là. Inutile qu'on puisse le répéter parce que tout le monde le voit et vous aurez les données. Maintenant, le régime alimentaire du diabétique. Nous sommes entrés maintenant dans le vif du sujet. C'est là où tout le monde attend. Elle, en collaboration avec le médecin traitant. Le régime n'est pas fixe. Le diabétique, aujourd'hui, tu vas manger les manyango avec les pondous. Le soir, tu vas manger le poisson avec les foufous. Et chaque jour, c'est comme ça. Non. Et puis, c'est aussi en fonction des taux de glycémie, selon la réponse glycidique d'un individu ou des diabétiques. L'objectif du régime, c'est quoi? Il y a une opportunité, nous avons une opportunité de faire des progrès pour améliorer les vies des populations, pour que ces gens-là aient une glycémie qui se situe à l'intérieur des valeurs cibles. Je vais me résumer un peu ceci. L'objectif du régime des diabétiques est de remettre leur glycémie à l'intérieur de valeurs cibles. Là, je pense que tout le monde m'a bien saisi. Alors, des diététistes ou nutritionnistes et de médecins traitants, des chefs. Les chefs, ce sont des cuisiniers. Par exemple, dans les hôpitaux, par exemple, ici à l'HCKIS, on a des cuisiniers, des gens qui préparent pour les malades. Ils doivent aussi être impliqués dans le régime des diabétiques, surtout les hospitalisés. Avant de commencer le régime, qu'est-ce qu'il faut? Avant que le diabétique commence son alimentation, il doit connaître. C'est pour cela que moi je voulais que cet exposé soit aussi ouvert aux diabétiques, des glycides et des aliments glycidiques. D'abord, les constituants glycidiques avec ou sans effet glycémique, parce qu'il y a certains constituants glycidiques qui n'ont pas d'effet sur la glycémie, par exemple le fibres. Il doit avoir, ou bien il doit faire au moins